Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Félicon. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous. Et pour ce grand entretien, vous l'avez dit Maud, nous allons parler du mondialisme qui avance ses pions en France, puisque figurez-vous, chers auditeurs, qu'une direction générale de la mondialisation vient d'être créée au Quai d'Orsay. C'est ce que dévoile aujourd'hui notre invité. Bonjour Claude Janvier. Bonjour, Merci d'être vous allez avec nous. bien? Très bien, je vous remercie. Merci d'être avec nous sur Ligne droite. Claude Janvier, vous êtes essayiste, chroniqueur, vous êtes auteur de 4 ouvrages à succès, parmi lesquels Les Démasqués, qui dirige réellement le monde, c'était en 2023. Et dernièrement, ce livre L'État profond français qui, comment et pourquoi, pour lequel nous vous avions reçu il y a quelques semaines et qui est disponible aux éditions K. Merci Claude Janvier d'être avec nous ce matin. On a souvent, c'est vrai, l'impression que mondialisme rime avec complotisme. Mais vous nous dites, attention, c'est bel et bien réel. Effectivement, 20 septembre 2024, on peut lire au journal officiel qu'une direction générale de la mondialisation a été enregistrée. Ouais, Claude Janvier, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire beaucoup de choses. Alors déjà, il faut recadrer un petit peu l'histoire. En réalité, à l'époque où il y avait Bernard Kouchner, donc au Quai d'Orsay, donc entre 2007 et 2010, à cette époque, il y a eu la création d'une direction générale de la mondialisation. Et d'ailleurs, on peut aller voir le site, effectivement, sur Internet. Donc jusque-là, ma foi, ça a été créé en 2009, je crois, de mémoire. Donc cette création, si vous voulez, n'est pas nouvelle. En revanche, ce qu'il est, c'est que ce soit tout d'un coup, il y ait délégation, que ça soit inscrit au journal officiel. Donc ça a été inscrit le 20 septembre 2024, parce qu'avant ça ne l'était pas. Et surtout, ce qui est frappant et ce qui pose question en réalité, c'est que de hauts fonctionnaires d'État ont délégation pour signer à la place du ministre tout ce qui est actes, décisions et notifications. Alors, pas les décrets, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais alors, du coup, on donne les pleins pouvoirs à de hauts fonctionnaires d'État qui sont inconnus du grand public. Et je suis à peu près certain, évidemment, derrière, que le ministre, ma foi, ne verra pas tous les actes, arrêtés et décisions et que ça sera signé à sa place. Et là, c'est gravissime parce que, donc, un ministre, finalement, surfe, je dirais, sur le haut de son poste et n'est pas du tout au courant de ce qui se passe en dessous. Alors, le problème, c'est à qui obéissent ces technocrates? Et tout le problème, il est là. Alors, je vais vous donner un petit exemple, parce que ce qui a été enregistré au journal officiel le 20 septembre 2024 est quand même assez intéressant. Par exemple, voilà, voici un extrait, je vais vous le lire, parce que je l'ai pas en tête. Donc c'est un extrait quand même qui est, à mon sens, particulièrement explicite de l'énorme pouvoir discrétionnaire quand même qui est donné à un haut fonctionnaire d'État. Délégation est donnée à M. Rabi Abiacle, ingénieur en chef des mines, chef de la mission du numérique et de l'intelligence artificielle, à l'effet de signer, au nom du ministre des Affaires étrangères, tout acte, arrêté et décision, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la mission du numérique et de l'intelligence artificielle. La mission soutient l'internationalisation des entreprises françaises dans les différentes filières numériques jugées stratégiques, comme les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les télécommunications, ainsi que l'acquisition, le traitement et la gestion des flux de données numériques. En coordination avec les autres administrations concernées, elle définit et met en œuvre les mesures d'attractivité pour les entreprises et talents étrangers ou expatriés sur les technologies critiques concernées. En outre, la mission contribue à renforcer la présence et l'activité de la France au sein des instances multilatérales dans les domaines de sa compétence, en particulier au sein de l'OCDE, de l'Union internationale des télécommunications, UIT, et des organismes normatifs européens et internationaux. Waouh. Voilà. Et ça, c'est écrit noir sur blanc
le 20 septembre 2024, au journal officiel. Mais comment est-ce que ça, vous l'expliquez, que ce Intéressant. soit pour une fois peut-être assumé? Parce que d'habitude, on a l'impression d'une hiérarchie parallèle, mais totalement informelle, presque secrète, en tout cas qui se veut cachée. En l'occurrence, voilà, vous le dites, c'est publié noir sur blanc au journal officiel. Pourquoi? Ben, je pense que déjà, qui lit le journal officiel? Oui, c'est vrai. À part vous, du coup. Oui, enfin, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais vous dire honnêtement, il faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit. C'est un ami avocat qui s'appelle Maître Roland Sanviti qui m'a envoyé ces documents, je ne sais plus, 15 jours ou 3 semaines, 15 jours, je crois, après la publication, et qui m'a dit, dans un courrier, voyez ce que j'ai découvert. Ah oui. Alors là, je suis tombé des nues. Heureusement que j'étais assis. Mais vous voyez, donc on ne lit pas le journal officiel. C'est vrai que moi, le matin, moi, je suis un peu comme vous. Je pense que j'ai plutôt le nez dans un bol de café et je ne vais pas forcément aller lire toutes les publications du journal officiel. Il y en a déjà beaucoup. Donc en réalité, ça passe crème. C'est-à-dire, qui est au courant de cela, à part quelques hauts fonctionnaires d'État? Je vais vous dire honnêtement, personne ne le sait. Donc ça passe comme ça passe crème. Alors le problème, c'est que si on pousse un peu plus loin l'investigation, l'enquête sur ce sujet, c'est que on s'aperçoit très vite que dans cette publication, tous les secteurs quasiment sont contrôlés par des hauts fonctionnaires d'État. Et je vais vous en citer quelques-uns, hein. Par exemple, les pays membres du G7 et du G20 et de l'OCDE et des sommets internationaux, le commerce extérieur et la coopération économique, les énergies, tout ce qui est normes économiques, l'attractivité et le rayonnement économique, bon, c'est encore pourquoi pas, mais enfin quand même, culture et médias, enseignement supérieur et recherche, langue française et éducation, enseignement supérieur, collectivité territoriale, société civile, Asie, Amérique, la coopération, hein, entre les blocs. Et il y a aussi une phrase qui m'a fait un peu sourire, gouvernance démocratique. Alors là, comprendre qui peut. Effectivement. Mais alors, on est Claude Janvier quand même dans des secteurs très clés. Vous avez mentionné notamment l'énergie, le commerce, la culture. En l'occurrence, comment est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'un ministère peut se décharger de tels pouvoirs décisionnels pour le confier à des personnes tierces? Et je pense que voilà, le problème que nous avons aujourd'hui en France et en réalité en Europe, c'est que de plus en plus nous sommes gouvernés par des technocrates. Quand on prend Bruxelles, Bruxelles, capitale politique de l'Europe, comme chacun le sait, qui gouverne réellement à Bruxelles? Eh bien, ce ne sont pas les députés européens. Les députés européens sont là pour parler, pour remuer, je dirais, et faire un petit peu du théâtre. Mais en réalité, ce sont les commissaires technocrates qui contrôlent, qui sont aux manettes de Bruxelles. Et en réalité, à qui obéit Bruxelles? Eh bien, on en revient toujours au même problème. Bruxelles obéit donc aux USA, obéit à la haute finance internationale à majorité anglo-saxonne. Donc en réalité, l'Europe, le problème que nous avons aujourd'hui en Europe, c'est que de plus en plus nous nous dirigeons, et pratiquement nous y sommes d'ailleurs, dans un État fédéral européen. C'est-à-dire qu'un État fédéral européen aujourd'hui, tout est dirigé de plus en plus par des technocrates. Technocrates qui obéissent au doigt et à l'œil au commissaire technocrate de Bruxelles, laquelle obéit au doigt et à l'œil, comme je viens de le souligner, à la haute finance internationale. Alors, et d'ailleurs, on l'a vu, si vous me permettez un exemple, Emmanuel Macron nous a passé donc plus de 50 jours sans nommer un gouvernement. Oui, c'est C'est-à-dire que vrai. nous avions un gouvernement démissionnaire. Pendant 50 jours, il nous a fait durer le suspense. Mais est-ce que la France a arrêté de tourner? Non. Ah bah non, bien Tout a sûr. continué à tourner. Vous allez me dire heureusement. Oui, évidemment, parce que si on n'avait plus de ministre et que tout d'un coup le pays s'arrête de tourner, ça serait un peu compliqué. Mais ça montre bien que de plus en plus, le pouvoir est entre les mains, en fait, de la haute administration publique. Et d'ailleurs, comme on l'a mis en exergue avec mon ami François Lagarde, et vous avez eu la gentillesse de
de le souligner lors du début de cet entretien, dans l'État profond français, il y a de plus en plus une collusion donc entre la haute administration publique et le haut secteur privé. Donc en réalité, on est vraiment bien dirigé par un État profond, parce qu'en fait, ce pouvoir énorme que l'on donne de plus en plus à des hauts fonctionnaires d'État, donc en fait à des technocrates, eh bien c'est effectivement de l'État profond. Parce qu'effectivement, dans votre livre, je me souviens, vous parliez notamment des armadas de technocrates, que notre pays était dirigé par effectivement des technocrates omnipotents. Est-ce que ça, on parlait des instances européennes à l'instant, vous disiez que ça se manifestait effectivement avec ces commissaires technocrates. Est-ce que ça s'observe aussi dans les autres pays européens? C'est-à-dire, là, on a pris l'exemple de la France avec cette direction générale de la mondialisation. Effectivement, rien que le nom, c'est assez parlant. Est-ce que ça s'observe dans les autres pays autour de nous? Oui, j'ai fait une enquête, effectivement, une enquête un peu là-dessus. Je me suis dit, après tout, si en France nous avons l'existence de cette direction générale de la mondialisation, que se passe-t-il chez nos voisins? Alors j'ai été farfouiller un peu. Bon, ça a été un peu long. J'ai trouvé effectivement la petite sœur jumelle de notre direction en Italie. Donc, et quasiment à la ligne près la même formulation. J'ai trouvé aussi la petite sœur jumelle dans le royaume de Belgique. Bon, on va me dire, oui, c'est moins surprenant vu que Bruxelles est la capitale politique de l'Europe, etc. Mais quand même. Et j'ai trouvé pour l'instant son existence en Suède, donc au sein de l'État suédois. Alors, je continue à poursuivre mes recherches sur le sujet. Bon, c'est pas facile, parce que c'est assez protégé. Il faut vraiment y arriver à entrecroiser, mais je vais y arriver. Enfin, déjà, ce qui est significatif, c'est que déjà, c'est présent dans trois pays voisins. Donc, avec nous, ça fait 4 quand même. Ça fait 4 pays de l'Europe occidentale où ont été créés une direction générale de la mondialisation et donc un pouvoir aux mains de technocrates. Et pour qu'on comprenne bien la menace que peuvent représenter ces technocrates, très concrètement, en soi, on pourrait se dire ce sont des experts compétents, sauf que effectivement, il y a peut-être la notion de leur idéologie et du fait qu'ils soient soumis effectivement à des intérêts privés et presque contraires aux intérêts de la société. Est-ce que cette notion-là, effectivement, doit vraiment être expliquée à nos auditeurs pour bien comprendre le problème de cette caste technocratique? Oui, le problème, si vous voulez, cette caste technocratique est en fait indéboulonnable. C'est-à-dire que on en revient à la notion de l'État profond. C'est-à-dire que le président et les ministres sont connus. Évidemment, ils brillent sous les feux de la rampe. Voilà. Mais la haute sphère de la haute administration publique, en fait, ces gens-là sont indéboulonnables. C'est-à-dire, ils commencent une carrière et ils la terminent le jour où ils partent à la retraite. Et ils montent en grade. Alors, le problème, et ça, on l'a mis en exergue aussi dans notre livre, c'est que le problème, c'est le cumul des postes, bien souvent, au niveau des technocrates et de la haute fonction publique, et le cumul, évidemment, des salaires. Mais le problème de cumuler des postes, et la bonne question, d'ailleurs, c'est est-ce que l'on peut tenir et exercer correctement une quinzaine de postes à la fois? Je vais vous donner un exemple. Dans notre livre, on a pris l'exemple d'un haut fonctionnaire d'État qui s'appelle Renaud Denoy de Saint-Marc, qui est toujours vivant aujourd'hui, mais qui est un peu âgé. Et ce monsieur a été donc secrétaire général de l'Élysée dans les années 1995. Donc, secrétaire général de l'Élysée, c'est un très haut poste, un poste à haute responsabilité. Ok, jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est quand vous regardez un peu sa carrière, vous apercevez qu'en même temps qu'il était donc secrétaire général de l'Élysée, il était aussi président de l'Académie des sciences politiques, avec des dates qui se chevauchent. C'est ça qui est intéressant. Il était aussi président du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, et il était aussi président de la Fédération de chasse en France, qui est quand même un énorme lobby, il ne faut pas l'oublier. Et donc, tout au long de sa carrière, on lui a confié, comme ça, une vingtaine de postes différents. Ouais, il a accumulé effectivement les fonctions.
Vous voyez, avec des dates qui chevauchent et des dates qui ne se chevauchent pas. Mais ce monsieur a quand même été aussi au Conseil constitutionnel, il était au Conseil d'État, il a été aussi membre du club secret discret qui s'appelle Le Siècle, qui est quand même un club d'influence connu, hein, puisqu'il y a à peu près une fois par an un dîner fastueux au Siècle avec la haute fonction publique et la haute sphère privée, des ministres, des patrons de presse. Donc en réalité, tout ce petit monde, c'est du réseautage, hein, c'est, j'allais dire, du copinage. Alors, c'est toujours pareil, le problème. Alors voilà, pour en revenir et en terminer avec Renaud Benoît de Saint-Marche, ce monsieur est certainement très brillant, hein, ça ne fait aucun doute. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment une personne aussi brillante soit-elle peut-elle administrer et tenir une quinzaine de postes, de temps en temps qui se sont chevauchés, et d'autres qui n'avaient rien à voir avec la première fonction. Et là aussi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qui ne tourne pas rond parce que autant une personne peut être compétente dans un secteur, autant elle ne sera pas forcément compétente dans un autre. Mais vous savez, si vous me permettez un exemple, le problème d'aujourd'hui, enfin et depuis longtemps d'ailleurs, c'est qu'on place des hauts fonctionnaires d'État, ministres par exemple, hein, alors là tout d'un coup ils sont connus, mais des gens qui n'ont strictement rien à voir avec la profession ou avec ce qu'ils représentent. Par exemple, on va placer à la tête du ministre de l'Agriculture quelqu'un qui ne connaît pas l'agriculture. D'ailleurs, un des bons exemples là-dessus, c'est Roselyne Bachelot. Il l'avait nommée à la ministre de la Santé, et peu de temps après, ils l'ont nommée à la Culture. Oui. Moi, je veux bien qu'on soit compétent à la fois dans la santé et la culture, mais ça ne fait aucun sens pour moi. Mais c'est presque du recyclage d'une certaine manière, en fait. C'est ça. De replacer effectivement les ministres d'un ministère à l'autre. Et derrière cette notion... On est dans un précaré, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, on se pince et on se refile. J'allais dire, on se refile les bons plans, vous voyez, on se refile les bons tuyaux. Et ça va encore plus loin, on peut le dire, d'une certaine manière, ce copinage. Vous pointiez aussi, je me rappelle dans votre livre, ce programme Young Global Leaders, notamment, donc créé par Klaus Schwab en 2004. Et vous expliquiez effectivement que leur objectif, c'était vraiment repérer les futurs dirigeants européistes, évidemment, ou pro-atlantistes, et que, par exemple, Emmanuel Macron en était directement issu. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, je parlais de copinage parce que ça fait penser à ça, effectivement, le fait que, entre guillemets, des grandes associations, en tout cas mondialistes en l'occurrence, puissent choisir. Nous, c'est vrai que, voilà, au tout début de l'émission, on le disait d'une certaine manière dans l'imaginaire populaire, c'est vrai, mondialisme peut rimer avec complotisme, sauf que là, en l'occurrence, on a peut-être, c'est vrai, un produit typiquement issu du mondialisme qui est en fait aux commandes du pays. Oui, absolument. Ben là, ça en est la preuve, hein, c'est-à-dire le fait que cette Direction générale de la mondialisation soit enregistrée au journal officiel, c'est écrit, et évidemment, on ne peut, à la lecture de ce document, on ne peut que constater qu'un pouvoir énorme est donné à des hauts fonctionnaires d'État qui ne sont en fait qui ne sont pas sous le contrôle du ministre et qui ne sont certainement pas sous le contrôle de l'État. Ils sont sous le contrôle de Bruxelles. Oui, ça c'est évident. Donc à un moment donné, il y a quelque chose là qui ne colle pas. Et on voit bien que au plus nous sommes dirigés par des technocrates, et au moins ça va. Vous savez, si on reprend un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la fameuse crise sanitaire, moi je fais référence ici à Santé publique France, hein, qui est un organisme officiel, un organisme d'État. Et en fait, ils ont écrit des tonnes de rapports et des tonnes de rapports qui souvent se sont contredits. Bon, je ne vais pas développer ici parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pareil. Et ces tonnes de rapports, en fait, étaient remis après aux préfets, aux élus, etc. Mais qui vérifie ces rapports ? En fait, personne. Et en réalité, ces gens-là n'obéissent pas directement. En fait, c'est ça le problème à l'État. C'est-à-dire, c'est vraiment un État profond. Et après, on rentre dans quelque chose de totalement nébuleux, puisque qui vérifie réellement le bon travail, j'allais dire, d'un haut fonctionnaire d'État ? Personne. Alors, en réalité, on va me dire, c'est pas possible de tout vérifier. Certes, mais d'un autre côté, quand on donne trop de pouvoir aussi à des gens qui sont quand même qui ne sont plus sous les ordres du ministre quasiment, et qui sont quand même déconnectés de la vie réelle, parce que c'est ça le problème aussi, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que ces technocrates sont connectés avec la vie réelle ? Honnêtement, je ne le pense pas.
Donc voilà, on se retrouve avec une énorme machine administrative qui devient de plus en plus déconnectée du monde réel. Et ça, c'est dangereux. Et on voit bien les conséquences énormes que ça a d'ailleurs sur notre pays, parce que depuis 3-4 décennies, l'état de la France est franchement dans le rouge. Hein. Nous sommes vraiment dans le rouge, tant au niveau de l'industrie, de l'économie, de la culture sociale, des valeurs sociales, etc. Ouais. etc. Alors pour quand même tenter d'avoir une certaine notion d'espoir, Claude Janvier, je voudrais quand même faire le lien avec les États-Unis, puisque bon, Oui. effectivement, avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, on peut se dire est-ce que Bruxelles rimera toujours avec pilotage américain Est-ce que justement pour nous le retour de Donald Trump ne peut pas rimer avec retour de la souveraineté pour la France? Écoutez, c'est à espérer. Bon, maintenant, moi, je reste quand même très mesuré. Bon, effectivement, l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle. C'est clair que si on compare avec Kamala Harris, bon, effectivement, il y a pas photo. Hein. Il vaut mieux avoir un Donald Trump qu'une Kamala Harris qui représente quand même le clan démocrate. Et d'ailleurs, on l'a vu malheureusement, on le voit malheureusement là, depuis hier ou avant-hier, avec la déclaration lunaire d'ailleurs de Joe Biden qui effectivement autorise le tir des missiles à longue portée sur la Ukraine. Fédération de Russie. Donc c'est absolument terrible. Mais revenons à Trump. Alors effectivement, Trump, qui est Trump? Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, c'est un commerçant avant tout. Donc, en tant que commerçant, il va évidemment privilégier la piste il l'a fait d'ailleurs lors de son premier mandat, mais il avait moins de pouvoir lors de ses premiers mandats. Là, il a tous les pouvoirs. Il va privilégier l'American First. Ça veut dire effectivement faire fructifier l'économie américaine. Alors voilà. Alors ça va se traduire par des hausses des droits de douane, peut-être assez fort avec la Chine, ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais bon, ça c'est le futur proche va nous le démontrer. Mais ceci dit, alors après, Donald Trump, oui, on espère, on attend de lui déjà que la paix s'installe, hein, que ce soit dans le conflit russo-otanien, que ce soit dans le Proche-Orient, avec ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Ça, c'est mon vœu le plus cher, et je pense que c'est le vœu le plus cher de la majorité du peuple français. Maintenant, en face, qu'est-ce qu'il a, Donald Trump? Il a un état profond aussi, hein, attention, Oui. hein, il a aussi un état profond, il a le complexe militaro-industriel, donc il a la haute fonction publique américaine, le fameux complexe militaro-industriel que je viens d'évoquer, il a aussi de la CIA, avec derrière quand même le fonds Carlyle, hein, qui est un fonds souverain privé avec des milliards de dollars, qui est complètement un fonds secret qu'utilise la CIA pour, et c'est prouvé hein, ce que je dis là, hein, c'est pas complotiste. Non, mais Et ce fonds Carlyle d'ailleurs finance les nanotechnologies, tout ce qui est cybersécurité, etc., etc. Donc il a quand même en face de lui, il a aussi, alors comme ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il a le pouvoir d'arrêter les guerres, et très certainement, et j'ose espérer qu'il va le faire. Maintenant, il va continuer à vendre des armes, c'est-à-dire qu'il va pas ordonner au complexe militaro-industriel demain d'arrêter de fabriquer des armes. Ça, c'est parfaitement utopiste. Mais en réalité, il va vendre les armes, oui, il va continuer à vendre des armes, mais il peut stopper les guerres, ce qui serait déjà hyper important. Donc, vous voyez, il n'aura pas les coudées franches. Hein. Moi, je pense que c'est assez compliqué de diriger un pays, surtout un pays de 370 millions d'habitants. On ne dirige pas un pays comme ça en claquant des doigts. Mais ceci dit, bon, pour l'instant, son élection reste bien évidemment une bonne nouvelle. Hein. Comme disent les Anglais, wait and see. Et au-delà du côté, c'est vrai, belliciste, pacifiste, vous avez parlé du fameux Deep State, effectivement, cet état profond américain bien ancré. Donald Trump, donc, avec sa victoire, s'est lancé dans prévoit de se lancer dans une grande opération de nettoyage des administrations avec Elon Musk notamment. Leur mission donc au sein du Doge dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, le fameux donc ministère de l'efficacité gouvernementale, c'est bien de démanteler la bureaucratie, de supprimer les coûts inutiles. Typiquement, on peut se dire ça sent la fin de l'État profond américain. Est-ce que c'est crédible? C'est crédible. Et à la fois ça l'est et à la fois ça ne l'est pas. Je veux dire, vous savez, un état profond,
quand même des milliers de gens qui sont des hauts fonctionnaires d'État. Donc, vous pouvez effectivement mettre en poste ceux que vous voulez, ceux que vous voulez, celles et ceux que vous préférez. Maintenant, vous pouvez pas non plus contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur d'une administration. Alors, c'est évident qu'il va faire en sorte de s'allier une bonne partie de la haute administration américaine. Il va faire en sorte effectivement que soit de faire du nettoyage. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, vous savez, est-ce qu'il aura toujours un peu le même rayonnement au bout de 2 ans de présidence? Parce que c'est très compliqué. Si on prend Emmanuel Macron, par exemple, il a fait le ménage, je dirais, dans la haute administration publique en France. C'est-à-dire que toute la vieille garde, entre guillemets, c'est pas péjoratif, à un moment donné, ils sont partis. Mais qu'a fait Emmanuel Macron? Il a placé des jeunes loups et des jeunes loups venant longue dans la haute administration publique. Il les a remplacés par d'autres, en fait. Voilà. Alors, ce que va faire Trump, bien sûr, et en nommant Elon Musk, par exemple, à ce ministère, et en nommant aussi M. Kennedy, ministère de la Santé, bien entendu, on voit bien qu'il veut pousser quelque chose, et ce qu'il veut pousser, c'est effectivement plus de clarté, plus d'efficacité, et d'aller dans le sens de plus de positif. Parfait. Maintenant, c'est comme je l'ai souligné, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une partie, ça va pas être aussi simple. C'est pas juste en claquant des doigts, parce qu'au sein même d'une haute administration publique, vous avez des oppositions. Et puis, il faut toujours compter avec les relations humaines. Vous savez, les relations humaines, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Les relations humaines, souvent, ça peut amener des frictions. On le sait, ça amène souvent donc des frictions, des rivalités, de la jalousie. Enfin voilà, ce sont les relations humaines. Après tout, c'est comme ça, quoi. Ouais, donc on voit bien que c'est une mission évidemment ambitieuse et assez délicate. On verra bien ce que ça donne pour les États-Unis. Pour finir sur une note française, est-ce que vous pensez que des hommes politiques, autres qu'Emmanuel Macron, parce que on l'a vu, là il s'agit plutôt d'un remplacement finalement de l'État profond qui donne donc un cercle vicieux. Mais donc est-ce que d'autres hommes politiques, vous pensez, peuvent véritablement entreprendre ce grand chantier de démanteler effectivement la haute administration pour le terme est fort, purifier, c'est pas vraiment ça du tout, mais en tout cas pour que enfin les intérêts peut-être du peuple français soient vraiment entendus et que leurs attentes, qu'on réponde à leurs attentes à la tête de l'État. Est-ce qu'il faut quoi? Il faut, au-delà du charisme, de la volonté politique, on l'imagine. Ah, on a perdu Claude Janvier, ou alors on attend qu'il se reconnecte, chers auditeurs. Ça devrait arriver dans quelques instants, effectivement. Peut-être que c'est les turbulences. Je n'ai pas écouté la météo du jour. En tout cas... Ça n'annonçait pas de perturbations sur Internet, normalement. Bon. Mais effectivement, le Zoom, on va parler clairement à nos auditeurs, a figé. Bon, espérons qu'en tout cas, ils puissent nous rejoindre pour les 2 dernières minutes. Mais ça semble... Ah, Claude Janvier, vous êtes avec nous? Oui, vous aviez entendu ma question ou pas? Il nous reste 1 minute ou 2 si vous pouviez y j'ai entendu répondre. votre question. Il faudrait quand même aux Américains, parce que c'est ça le problème. C'est ça la grande question. Quand est-ce que l'on va arrêter de remettre les clés de notre pays à la haute finance internationale à majorité anglo-saxonne? Donc d'une certaine manière, pas de fatalisme non plus. On n'a pas non plus dépassé ce qu'on pourrait appeler comme un point de non-retour. Nous n'en sommes encore pas là. Non, tout est faisable. Vous savez, rien n'est écrit. Le futur n'est pas écrit. Tout peut changer, et tout peut changer grâce à une majorité de gens qui seraient bien décidés à le faire. Après tout, rien n'est inéluctable. Mais c'est vrai qu'avec Je reste toujours positif. Ouais, c'est important, mais c'est vrai qu'avec l'actualité, on peut en dire un dernier mot. On le voit avec le Mercosur qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est vrai que la France a beau s'y opposer, l'Europe évidemment nous l'impose aux nations. Donc c'est vrai que quand bien même, sans être fataliste, on peut se poser la question, est-ce que la France a toujours voix au chapitre finalement? Vous savez, avec M. Emmanuel Macron, qui est quand même totalement aux ordres de Bruxelles, donc aux ordres effectivement de l'oligarchie financière mondiale
anglo-saxonne, c'est un peu compliqué. Le problème pour l'instant, c'est la direction que prend notre chef de l'État et qui a toujours prise d'ailleurs, hein, de toute façon, depuis qu'il a été élu. Bon. Il nous a bradé quand même toutes nos industries, Alstom. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui nous a bradé et tout ce qui nous brade encore. Mais enfin, le fait est que on est en train de tomber vraiment très très bas, donc il est vraiment temps et fait. Le temps du changement est venu, voilà. Et j'en profite pour préciser à nos auditeurs que d'ailleurs votre livre, hein, L'État profond français, c'est aussi d'une certaine manière ce bilan Macron, ce bilan assez désastreux, c'est vrai, et ça fait déjà 7 ans, donc merci Claude Janvier en tout cas pour toutes ces explications, et puis on vous donne rendez-vous très vite pour continuer à suivre avec vous évidemment l'avancée de ce mondialisme, et puis aussi évidemment du démantèlement, espérons-le, de la bureaucratie américaine, en tout cas côté États-Unis. Merci encore Claude Janvier et à très bientôt.